Bonjour Paul, tu nous entends? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Très, très bien, Paul. Très, très bien. Et donc, écoutez, je suis confus d'être si loin puisque je vais enfreindre la règle du présentiel. Bon, je m'en serais beaucoup voulu de ne pas participer à l'hommage à Xavier, car on a longuement travaillé ensemble et j'admire beaucoup son action inlassable en faveur de toutes nos professions. Alors, je vais partager mon écran et vous faire une brève introduction qui sera ensuite suivie par la présentation de Fabrice. Donc, un titre très large, je ne suis pas certain de vous éloigner du terrain dans lequel Sandrine vous a entraîné tout à l'heure. On reste un petit peu dans le fondamental, mais il y a des conséquences pratiques et évidentes. Alors, l'idée, c'est que tout le monde se concentre sur les troubles de la sélectivité fréquentielle dès qu'il y a une surdité typique, neurosensorielle. On sait que l'écoute dans le bruit va être perturbée. On a tendance à penser que tout ça est relié à la sélectivité fréquentielle de la cochlée, mais heureusement, depuis 2 décennies à peu près, l'accent a été également mis sur l'importance du traitement temporel, y compris pour des percepts comme la sonie. Donc les deux, finalement, se rejoignent. Sonie et traitement temporel sont deux versants d'une même problématique. Alors les difficultés augmentent quand les cadres ne sont pas standards et donc il faut être très vigilant. C'est un peu le but de ma présentation, d'attirer votre attention là-dessus. Alors la sonie, la sensation de force sonore, on fait immédiatement le lien avec le fonctionnement cochléaire. Pour construire un percept de sonie qui soit de bonne qualité, il faut des résonances cochléaires, mais il faut aussi que la croissance des réponses cochléaires soit compressive. Et ça, c'est le travail des cellules ciliées externes, à la fois d'augmenter les résonances et d'appliquer une amplification graduée qui diminue lorsque le niveau extérieur augmente, de manière à maintenir les contrastes dans la dynamique des neurones auditifs. Alors, si la perte auditive implique les cellules ciliées externes, et c'est le cas dans la grande majorité des atteintes, notamment presbyacousiques, le cas le plus fréquent de candidats à l'appareillage, eh bien, on a une croissance de la réponse de la membrane basilaire et une croissance de la sonie qui ne convient pas, on va dire. Donc, restaurer cette compression, eh bien, c'est le travail de l'audioprothésiste et les prothèses auditives actuelles sont très bonnes pour appliquer une compression vraiment dosée en fonction des besoins de chacun. Donc là, on a l'impression d'avoir compris quelque chose qui est très général. Mais la conservation des résonances compressives ne garantit pas, dans tous les coups, une sonie normale. Le travail notamment de Salvi, mais d'autres, montre que quand on atteint les cellules ciliées externes sélectivement sur un modèle très simple de pathologie provoquée par une substance autotoxique, on peut vérifier la disparition sélective de ces cellules. Avant la lésion, on a les réponses en pointillés pour le nerf auditif, pour le mésencéphale auditif. On s'aperçoit que là, après l'exposition, il n'y a plus de cellules ciliées externes. En fait, la croissance des vibrations cochléaires est trop raide, mais ça ne se traduit pas forcément dans le nerf auditif. Par contre, ça se traduit dans les réponses plus centrales. Donc, le raisonnement qui lie sonie excessive et perte de compression se tient, sauf que si on crée maintenant des lésions plus rares, qui sont des lésions sélectives des cellules ciliées internes, eh bien, c'est possible avec certains sels de platine. On a le même profil d'une diminution d'activité du nerf cochléaire, qui n'est pas surprenante cette fois, puisque les cellules ciliées internes ont été amoindries, mais dans le mésencéphale auditif, on n'a pas de changement entre avant et après les lésions, et dans le cortex auditif, on a une augmentation exacerbée de l'équivalent de ce qu'on pense être l'indice qui permet d'avoir accès à la sonie. Donc, pas de perte de compression, mais quand même des problèmes de sonie.
Ok, ça devient déjà complexe. Ensuite, dans le codage de la Sony, et ça on le sait depuis les travaux de l'équipe Kujawa-Liberman, puis un certain nombre de collègues qui ont regardé à la fois la fonctionnalité du nerf auditif et aussi sa microanatomie, on a 3 sous-populations neuronales, ceux de bas seuil, qui assurent la sensibilité de l'audition, mais aussi les seuils moyens et les seuils hauts qui finalement rajoutent un élément d'indice sur l'intensité, même si les fibres de bas seuil sont saturées, les hauts seuils continuent de véhiculer de l'information très précise, avec une anatomie très précise entre les 2 pôles de la base de la cellule cilia interne, et puis aussi, on le sait, des expressions protéiques différentes. Et si on a effectivement une intervention de ces 3 sous-populations dans le codage de la Sony, eh bien, la disparition de la sous-population la plus fragile, qui sont les neurones de haut seuil, entraîne pas de conséquences sur l'audiogramme tonal, mais peut-être une Sony mal codée. D'où l'hypothèse que les patients porteurs de ce type de pathologie auraient une surdité cachée avec à la fois une Sony abusive, aberrante, peut-être des acouphènes d'ailleurs, et un mauvais codage temporel qui pourrait pénaliser la compréhension dans le bruit, et ce, en totale indépendance avec les résonances cochléaires. Donc là, il faut être vigilant, parce que finalement, 2 pathologies radicalement différentes donnent le même pattern clinique grossier, si on ne va pas creuser les choses. Alors, pire encore, évidemment, la Sony n'est pas codée que par les résonances, elle n'est pas codée que par le cerveau, elle est aussi codée par des circuits intermédiaires. On en a l'indice par des modèles animaux dans lesquels on administre, par exemple, une dose unique de salicylate à dose cochléairement non toxique. Parce que le salicylate à forte dose peut avoir une toxicité réversible cochléaire, mais là pas. Et les animaux éveillés qui sont ainsi traités développent un réflexe de sursaut à des niveaux sonores qui normalement ne devraient pas donner de réflexe de sursaut. Une espèce de corrélat comportemental d'une augmentation anormale de la Sony. Et où agit le salicylate? Eh bien, on peut regarder les potentiels évoqués auditifs. On s'aperçoit que les contrôles ont des potentiels évoqués stables et absolument. Alors, on les teste à différentes fréquences parce que c'est des rats, donc on peut tester des fréquences très hautes et avoir des potentiels évoqués sélectifs. Alors, avant l'injection et après l'injection de sérum physiologique, puisque ce sont des témoins, aucun changement. Pour les rats traités au salicylate et qui ont un réflexe de sursaut exagéré, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun changement au niveau de leur onde 1, mais leur onde 2, 3, c'est l'équivalent de la 3 humaine, ça code, ça traduit les réponses du noyau cochléaire, et bien ces réponses sont trop précoces. Et elles sont quasi simultanées des réponses à haute fréquence. Alors il existe un modèle de Sony qui attribue au noyau cochléaire un travail de comparaison temporelle, fine, entre les afférences de la base et de l'apex cochléaire. Il se trouve que plus le niveau augmente dans une cochlée normale, plus l'amplificateur cochléaire travaille moins, si j'ose dire, sans jeu de mots, et plus la propagation de l'onde va vite, et donc la synchronisation baso-apicale traduit le niveau sonore de manière très progressive et très régulière. Et là, eh bien, parce que le salicylate agit sur les circuits centraux et les circuits descendants, eh bien, le noyau cochléaire est trompé et il croit que les sons sont beaucoup plus forts qu'ils ne le sont réellement parce que leur timing est trop précoce. Et donc là, cette explication de la Sony augmentée par la faute de la résonance cochléaire déformée ne tient pas non plus. Donc de nouveau, un facteur de vigilance. Et donc en pratique, le message que finalement je pense aurait plu à Xavier, c'est qu'on ne peut pas être audioprothésiste et appliquer des recettes, parce que les recettes ne marchent qu'en moyenne et pas dans les cas particuliers. Les distorsions de Sony, qui sont le pain quotidien de l'audioprothèse, eh bien, elles peuvent avoir des origines très diverses. Et en fait, tout peut y passer.
les cellules ciliées externes, les cellules ciliées internes, les neurones cochléaires, le tronc cérébral, le cortex. Il faut rester très vigilant et ne pas tirer de conclusions hâtives. Alors, on a l'habitude de dire maintenant depuis quelques années, tout ce qui n'est pas comme d'habitude, c'est des surdités cachées, ok, si on veut, mais toutes les surdités cachées ne sont pas neuropathiques. Alors, il y a des surdités cachées cochléaires, et Fabrice va vous en présenter un exemple tout à l'heure. Et donc, certaines surdités cachées donnent, en regardant bien, c'est plus caché, il y a des troubles du traitement temporel. Et puis, en regardant bien, il y a des troubles du traitement spectral, parfois. Alors, pas forcément à l'endroit attendu. Donc, il faut regarder, il faut écouter les plaintes du patient. On n'est pas obligé de faire systématiquement de l'électrophysiologie invasive. On peut, disons, raisonner par étapes. Et à chaque fois qu'on a éliminé une cause évidente, eh bien, c'est une cause moins évidente jusqu'à des causes cachées. Et nous savons tous que les outils d'exploration audiologique de base sont assez pauvres et que voilà, on ne peut pas se contenter. On peut se contenter de ces outils tant qu'on n'aboutit pas à des contradictions, mais l'exploration ne doit pas s'arrêter là. Et tant qu'à faire, eh bien, l'adaptation audioprothétique est un terrain idéal pour voir et revoir les patients, adapter les réglages, modifier dans un autre sens que d'habitude si on se heurte à un problème récurrent, et identifier le vrai problème qui peut être caché derrière un autre évident, mais sauf que ce n'est pas le bon. Et donc là-dessus, je passe la parole à Fabrice pour quelques exemples frappants et très déconcertants. Je pense qu'il va vous éclairer sur ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup pour votre aimable invitation. Et franchement, très désolé de ne pas être présent. J'ai essayé de me maquiller pour cacher les coups de soleil, mais voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à Fabrice Merci, pour sa Paul. présentation. Merci. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Je remercie et je félicite Mathieu Del Rio donc, pour sa prise de fonction. Je ne remercie pas trop François Leher, puisqu'en fait, quelque part, à son invitation, j'ai eu un double challenge. D'une part, de parler à la suite de Paul, ce qui n'est pas chose simple, et également vous présenter. Est-il possible d'avoir mes diapositives, s'il vous plaît? Et puis essayer de vous présenter en un temps imparti. Alors, Paul vous a introduit quelques notions. Ça arrive. Alors, c'est sur le bureau. D'accord, ok, parce qu'il y avait... Ça y est, je l'ai trouvé. Hop. Puisque, en fait, il y avait un... Voilà. Vous fermez ça. Voilà. Donc, et le titre proposé par François est très très large, et donc, quelque part, en très peu de temps, il est assez difficile de répondre au challenge proposé par François. Mais François, je te remercie encore une fois pour l'invitation. Globalement, le traitement auditif temporel de l'audition, comme vous le savez, et comme l'a très bien introduit Paul, repose essentiellement sur notre nerf auditif, sur cette notion de synchronisation neurale du nerf auditif, qui va faire intervenir plusieurs percepts, plusieurs notions psychoacoustiques qui seront sans doute plus développées par mon collègue par la suite à la pause, Emmanuel Ponceau, que ce soit le codage de l'intensité, le codage de la fréquence, l'identification spectrale, la fluctuation de l'enveloppe temporelle, la localisation spatiale. Tout ça, il est clair qu'on sort de notre cochlée et on commence à rentrer dans toutes les voies auditives périphériques et centrales, mais justement, il y a tout ce côté processus cognitif et attentionnel qu'il ne faut pas écarté, bien entendu, et qui participe énormément à ce traitement temporel de l'audition. Donc, en un temps très court, on ne peut pas aborder toutes ces notions, donc on va se focaliser essentiellement sur cet aspect de synchronisation neurale. J'ai voulu vous reciter ces travaux de Frank Hangzen, qui en 2005 s'était intéressé à des patients qui présentaient donc une altération particulière de la fonction auditive, qui est cette neuropathie auditive, et ils ont réalisé de nombreuses épreuves de psychoacoustique. Et en fait, moi, je retiens essentiellement ces deux graphiques
qui sont assez éloquents, c'est que par rapport à des sujets normaux, vous voyez que des sujets qui présentent des pathologies de type neuropathie auditive présentent de suite des troubles de discrimination fréquentielle et également des troubles de détection du gap. Vous allez dire qu'en laboratoire d'audioprothèse, en exploration audiologique, on n'a pas accès à tous ces tests-là, on est dépourvu de nombreux de ces tests, mais retenez globalement que cette discrimination fréquentielle est sans doute un des points phares qui va ressortir lorsqu'on va découvrir en fait, que ce patient va avoir un problème au niveau neural. Il ne faut pas écarter, comme je vous l'ai indiqué, tous ces processus centraux. Et nous avons une chance, puisqu'en langue française, nous avons le bilan auditif central qui avait été développé, qui est maintenu et qui est en perpétuelle évolution par nos collègues de Liège, avec le regretté Jean-Pierre et bien entendu aussi son fils Laurent Demanez. Et en fait, vous savez qu'avec ce bilan auditif central, on peut tout simplement avoir des tests qui vont nous permettre justement d'évaluer un peu ces aspects temporels avec tout simplement des épreuves assez simples, puisqu'on demande au sujet de percevoir, d'écouter des patterns, par exemple des patterns de fréquence ou de durée, et tout simplement il va répéter à la voix ce qu'il a entendu, bip, bip, bop, par exemple, pour la perception du son grave ou du son aigu qui lui ont été présentés, ou des patterns de durée, tout simplement, tut, tut, tut. Alors vous allez dire, c'est pas très écologique, mais justement, lorsque l'on va faire des épreuves peut-être d'audiométrie vocale ou de choses beaucoup plus proches de la vie quotidienne, c'est vrai que Anne et Anne, selon en fait la région d'où l'on vient, vous voyez que moi, mon accent auvergnat n'est pas très prononcé, mais on peut avoir des collègues du côté, je ne sais pas, par exemple de Narbonne ou de Perpignan ou du Nord avec Xavier, avoir peut-être des accents plus marqués. Et nos collègues de Liège, justement, sur leur CD, souvent, certains ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une pinte, puisque en fait, ils vont utiliser des termes, des mots ou des intonations qui nous sont peut-être plus difficiles. Donc peut-être pour gommer ça, on peut peut-être s'intéresser à l'évaluation temporelle à l'aide d'un outil qui m'est assez cher, comme vous le savez, qui est l'électrophysiologie. Et on peut essayer peut-être de regarder ces aspects du traitement auditif central à l'aide peut-être des marqueurs électrophysiologiques qui sont plus ou moins simples à enregistrer, qui sont par exemple l'électrocochléographie, les potentiels évoqués auditifs, les potentiels de latence moyenne ou plutôt des épreuves centrales cognitives. Donc on peut peut-être se dire que ces marqueurs électrophysiologiques peuvent être le reflet d'une altération de ce traitement temporel dans nos voies auditives. Alors, comme l'a un petit peu introduit Sandrine tout à l'heure, et cette matinée est assez fondamentale aussi, et je vais vous faire le lien entre la recherche fondamentale qu'on réalise au laboratoire avec nos évaluations qu'on réalise auprès de patients ou de volontaires. Je reviens énormément sur cette neuropathie auditive, puisque en fait il s'agit vraiment de cette pathologie qui correspond à ce trouble de synchronisation neurale. Alors bien entendu, ce terme de neuropathie auditive, il a évolué au cours du temps, et aujourd'hui, on va parler de spectre des neuropathies auditives. Et en fait, c'est globalement, je rejoins un peu Sandrine, c'est un peu du n'importe quoi, désolé du terme, mais en fait, dès qu'on va avoir un tableau clinique qui ressemble à une neuropathie, en fait, on va mettre cette entité pathologique dans ce spectre. Donc la définition d'un spectre, malheureusement, ne nous permet pas d'être précis sur la caractérisation, l'identification de l'entité pathologique. Donc on peut avoir des cellulopathies, des synaptopathies, des neuropathies, des atteintes de la myéline, etc., qui vont être englobées dans l'ensemble de ce pattern-là. Et nous avons également montré des pathologies de type énergétique, fatigabilité, qu'on va rassembler également dans ce terme de neuropathie. Et souvent, on vous fait écho de ces neuropathies en vous indiquant tout simplement que dès que vous allez avoir un sujet, un patient, qui présente un audiogramme subnormal, qui vous dit j'entends très bien, mais globalement, quand je suis en réunion, dans le bruit, ça devient très catastrophique. Et là, de suite, en fait, vos neurones s'allument et vous dites voilà, ça c'est une neuropathie auditive. On met tout le temps cette étiquette. Bien entendu, s'il y a une surdité, on va avoir des difficultés de perception dans le bruit. Mais dans le cadre d'une surdité très peu marquée, on va se poser la question, et souvent aussi, les aides auditives
ne sont pas très efficaces, puisque le problème n'est pas un problème d'amplification, ce n'est pas du gain que demande le patient, c'est simplement, tout simplement un débruitage et une meilleure synchronisation de son air, ce qui n'est pas réellement le rôle d'une aide auditive aujourd'hui. Donc je vais vous présenter deux entités particulières pour un petit peu vous montrer qu'on peut être pratico-pratique en ayant eu cette vision sur ces aspects de recherche fondamentale chez l'animal. Et mon leitmotiv, j'allais dire, c'est que l'audiogramme, globalement, c'est bien notre gold standard, mais en fait, il ne nous révèle pas tout et on n'a pas toute l'information. Alors je vais passer un petit peu, vous voyez qu'on est très friand, par exemple, comme avec Sandrine, de tous ces petits modèles de souris qui nous permettent de pouvoir définir un profil exploratoire audiologique qui sera identique au profil exploratoire qu'on va retrouver sans doute chez le patient, et on va pouvoir aller jusqu'au niveau cellulaire, moléculaire, au niveau animal. Donc on a une petite souris qui s'appelle la Nerf1, qui a un problème avec un échangeur d'ions. Je vais passer, et puis vous voyez que ces petites souris, elles sont chétives, et puis elles développent une hydrocéphalie. Bref. Donc en fait, c'est un travail qu'on avait réalisé à l'époque avec les collègues de l'Institut Pasteur. Et vous voyez qu'en noir, alors en biologie, on met l'audiogramme à l'envers. Hein, le 0 est ici, le 120 décibels serait vers le haut. Vous voyez qu'en noir, c'est la souris qui est contrôle. Et en rouge, c'est la souris qui présente cette mutation. Et vous voyez qu'on a simplement une élévation de 25-30 décibels. Donc on serait dans le cas d'un patient avec une surdité légère. Donc rien de réellement excitant. Donc là, on s'est dit avec Paul, annoncer ça aux collègues généticiens, ils vont pas être super contents. Donc on a un petit peu gratté, on a regardé la réactivité des cellules ciliées externes. Donc le test pour évaluer ces cellules ciliées externes, que vous connaissez très bien, ce sont les auto-émissions acoustiques. Et vous voyez que lorsqu'on évalue à 10 kHz, on a une réponse identique sur ces deux groupes de souris. Et vous voyez que pour les très hautes fréquences et pour les extrêmes très haute fréquence, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de réponse en auto-émission par produit de distorsion à ces fréquences-là par rapport aux cellules, au groupe des animaux qui sont contrôle. Donc en fait, on se retrouve avec une discordance entre notre audiométrie électrophysiologique et puis en fait cette possible audiométrie qu'on pourrait réaliser avec cette interprétation de la fonctionnalité des cellules ciliées externes, puisque lorsque je n'ai pas de réactivité de cellules ciliées externes, je vais me retrouver avec des seuils de l'ordre de 50 décibels. Donc j'ai une surdité objectivée de 50 décibels avec une non-fonctionnalité de mes cellules ciliées externes, mais un audiogramme qui n'est pas tonal liminaire, mais qui est un audiogramme électrophysiologique qui correspondrait, mais qui me dit simplement je suis subnormal. Donc j'ai vraiment un gros problème. Donc en fait, on s'est intéressé un petit peu, comme vous l'a montré ce matin, enfin tout à l'heure, Sandrine, vous voyez qu'on focalise notre attention aussi sur l'organisation de cette touffe stéréociliaire, et vous voyez que chez le sujet contrôle, wild type, on a cette belle organisation, et puis dans ces souris qui présentent cette mutation, on va tout simplement se retrouver avec quelque chose de très désorganisé. Mais de façon très très étonnante, c'est qu'on va conserver l'ancrage du grand stéréocyle sur la membrane tectoriale. Donc on a une cellule ciliée externe qui est présente, qui présente une chevelure où en fait elle a pris un grand coup de vent et cette chevelure va garder encore son ancrage. Ce qui va conduire à un phénomène très particulier, c'est qu'on va avoir une désorganisation de la sélectivité et de la résonance quelque part de l'oreille que l'on va mettre en évidence tout simplement par la détermination des courbes d'accord. Alors vous allez dire, encore une fois, je vous présente un test qui n'est pas dans nos tiroirs sur notre audiomètre, qu'on pourrait réaliser, bien entendu, si on avait des outils un petit peu plus simples. Donc ça serait intéressant que les sociétés nous mettent à disposition aussi ces tests au laboratoire. On n'est pas tous des adeptes de MATLAB ou de Python pour réaliser ces tests-là. Donc vous voyez tout simplement, je vous rappelle que la courbe d'accord, ça correspond à la sélectivité des cellules ciliées externes, qui nous permet d'évaluer ce filtre passe-bande qui est la cellule ciliée externe. Et vous voyez que lorsqu'on présente des sons à 27, 32 ou 40 kHz, on voit également cette sélectivité fréquentielle. Mais quand on va tester ces souris qui présentent cette mutation génétique, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas une perception tonotopique de ces fréquences. Il y a un décalage et ce qu'on appelle une hypersensibilité de la queue de la courbe d'accord ou une écoute hors fréquence. Tout simplement, il faudrait imaginer que votre sujet, vous lui envoyez bien un 8 kHz, pip, mais en fait, il va entendre dans sa cochlée, du fait de cette transposition, due à cette conformation particulière, non pas un pip, mais sans doute un pop.
il est très compliqué de savoir ce que va percevoir notre sujet et surtout ce que va percevoir la souris, mais globalement, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Alors, on s'est intéressé à ce modèle de souris, mais on s'est intéressé à une souris classique que vous connaissez très bien, c'est la petite souris blanche, là, quand vous allez dans les animaleries, je ne vais pas citer de nom, mais si vous avez un boa ou autre qu'il faut nourrir quotidiennement, vous lui donnez, par exemple, cette petite souris à manger, ou si vous êtes adepte des petites souris, vous pouvez aussi faire votre élevage de souris. Donc, en fait, une souris, à l'âge de 18 jours après la vie, peut être explorée, puisqu'une souris n'est pas mature et son oreille et ses yeux sont fermés et à partir de 18 jours après la naissance, on va pouvoir explorer ces souris. Et donc on a fait en fait une cinétique et vous voyez que l'audiogramme de la souris va se dégrader au cours de ces 15 jours de vie. Et en fait on a l'avantage de cette souris, c'est qu'on a une presbyacousie, pourquoi pas, ou une perte liée à l'âge qui est très rapide, qui s'installe de façon très rapide. Et on a regardé un petit peu, on a fait la même chose que sur le précédent modèle, et vous voyez que sur les hautes fréquences, on n'a pas de réactivité de cellules ciliées externes. Donc en fait, ce point qui nous montre tout simplement une élévation, vous voyez, on est à 20 décibels SPL de seuil chez la souris, on va se retrouver tout simplement avec une petite élévation de 20 décibels. Ici, sur le 32 000, on pourrait penser à une surdité légère ou une audition subnormale, mais avec un contexte d'absence de réactivité de cellules ciliées externes. Donc on a réalisé, je vais peut-être un petit peu accélérer aussi, on a réalisé également les mêmes procédures d'évaluation de cette sélectivité fréquentielle. Vous voyez qu'on a de façon individuelle ces courbes d'accord qui sont très bien centrées. Quand cette souris devient sourde, on va perdre cette sélectivité fréquentielle, on ne va avoir que la réponse de la queue qui correspond en fait à la mobilité de notre membrane basilaire. Cette sélectivité fréquentielle, c'est bien la fonctionnalité de la cellule ciliée externe. Et vous voyez qu'entre une souris entendante et une souris cophotique, ou sourde profonde, peut-être pas cophotique complet, mais on va se retrouver avec une transition, quelque part, où en fait, on va retrouver ce décalage, cette transposition de la tonotopie, donc de façon assez rapide. On a regardé également sur ce modèle de souris l'aspect stéréociliaire et vous voyez que la morphologie est complètement abîmée. Alors vous allez dire, Fabrice, c'est très bien, tes petites souris. François me le dit souvent, c'est bien, vous regardez, mais qu'en est-il de la question clinique? Donc je vais vous présenter le cas, pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc c'est peut-être quelque chose de rarissime, mais une dame de 54 ans qui est à la retraite d'une activité dans l'armée française, qui était dans les transmissions, et vous voyez que son audiométrie n'est pas si dégradée par rapport à sa perte moyenne auditive et par rapport à la norme que je travaille et que j'ai comme référence. Vous voyez qu'elle est quelque part dans la norme attendue. Son audiométrie vocale dans le bruit, pas grand-chose de particulier à dire. Les épreuves qui nous permettent d'évaluer la boucle neurale en réflexe tapédien ou la morphologie des PEA ne nous ont pas montré d'altération majeure. Donc on peut écarter une neuropathie, puisqu'on a un audiogramme normal et on a des PEA normaux. Donc on a vraiment quelque part quelqu'un qui se retrouve avec un audiogramme pour son âge. À l'époque, on n'avait pas accès aussi facilement au VRB, au Framatrix. Donc, en fait, j'ai utilisé le test qui est disponible dans la batterie, dans le bilan auditif central, qui nous permet de faire d'un Lafon 60 dans le bruit. Et vous voyez que par rapport à la norme attendue pour son âge, 27 mots sur 30, cette pauvre dame ne nous répète que 9 mots sur 30. Donc, on arrive bien à illustrer sa plainte, sa difficulté de perception dans le bruit. On s'est amusé donc là à faire des produits de distorsion et vous voyez que pour le 6 et le 7000, alors qu'on a une audiométrie qui est normale, on a une absence de réactivité de cellules ciliées externes et lorsqu'on a fait les courbes d'accord de masquage, vous voyez qu'on retrouve ce beau W sur les fréquences entre 4 et 6 et pour 6 et 7 kHz, vous voyez tout simplement que lorsqu'on présente un son d'une quarantaine de décibels, un son plutôt basse fréquence aux alentours de 250, d'environ 10 décibels, conduit à un effet de masque de suite de cette perception. Donc, globalement, toutes les hautes fréquences vont être très facilement masquées par des sons faibles, basse fréquence. D'où la plainte de cette patiente qui me dit je ne comprends pas la parole, je n'ai pas d'indice peut-être aigu, puisque tout simplement, le bruit va masquer ma perception des hautes fréquences, puisque mes hautes fréquences ne sont pas perçues
sans doute de façon tonotopique, mais il y a une transposition. Alors on a eu une chance un petit peu aussi, c'est que quelques collègues ont vu à peu près la même chose, mais n'ont pas eu la même réflexion que nous, et ont regardé que tout simplement avec des groupes de sujets qui présentent une petite baisse, vous voyez à partir de 2 kg, petite baisse de leur audiométrie, et ben on va retrouver également à partir de 2 kg une absence de réactivité des cellules ciliées externes par évaluation de produits de distorsion. Donc on est vraiment peut-être dans le vrai, et peut-être une entité un petit peu particulière qu'on pourrait dire une nouvelle entité. Je n'ai pas la prétention de lui donner de nom ou autre, mais elle est connue dans la littérature pour ce qu'on appelle l'écoute hors fréquence, qui est peut-être une évolution naturelle de notre audition, je ne sais pas, par rapport au petit modèle de souris que l'on a vu, qui est pas aussi dramatique que la notion de zone morte cochléaire, puisque la notion de zone morte cochléaire, on n'a pas de cellules ciliées externes, pas de cellules ciliées internes, pas de nerfs auditifs qui sont fonctionnels. Et globalement, on a bien cette écoute hors fréquence, et c'est une plainte qui va être révélée tout simplement par la présentation ou l'exposition à une écoute dans le bruit. La deuxième notion que vous a présentée très rapidement également Paul, c'est cette notion assez récente de notion de surdité cachée qui a été décrite en fait par McAlpine et Chaet en 2011, où tout simplement ils ont regardé sur une cohorte de patients présentant des acouphènes avec un audiogramme normal, que tout simplement, lorsqu'on évalue en électrophysiologie les amplitudes des ondes 1 et 5, vous voyez que pour le groupe présentant des acouphènes, il y a une diminution de l'amplitude de cette onde 1 et une amplitude identique pour l'onde 5. Donc tout simplement, ils ont suggéré qu'il y a au niveau central une élévation du gain pour avoir cette compensation de perte d'entrée périphérique, pour avoir en centrale une onde 5 correcte et identique à ce qu'on pourrait avoir chez un sujet normal, d'où ces théories au niveau de l'acouphène. Alors tout simplement, ils ont également émis l'hypothèse qu'il y avait, vous voyez ici, une diminution de la quantité des fibres nerveuses auditives, d'où le terme, moi je pense peut-être inapproprié, de surdité cachée, puisque surdité, ça voudrait dire qu'il y a une perte auditive, et là on n'est pas dans le cadre d'une perte auditive, mais plutôt dans un trouble supraliminaire. Mais bon, comme pour les neuropathies, il y a des terminologies qui sont adaptées, mais bien entendu, il faut toujours être assez vigilant. Alors je vous rappelle un petit peu, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Paul, lorsqu'on pose des électrodes au niveau du nerf auditif, chez l'animal plutôt, hein, c'est plutôt facile chez l'animal, mais nos collègues de Montpellier l'ont réalisé au bloc opératoire également chez l'homme, on va pouvoir distinguer tout simplement des fibres qu'on dit de auto-spontanées, donc qui ont un taux de décharge dans le silence qui est très important, et ces fibres vont de suite en fait venir à saturation lorsqu'on va atteindre des niveaux de présentation acoustique de l'ordre de 50 décibels. Donc en fait, du point de vue de l'audiométrie, ça va correspondre, ces fibres de auto-spontanées, aussi à l'autre classification que l'on dénomme les fibres dites de bas seuil, donc qui vont nous coder les intensités entre 0 et 50 décibels. Puis vous voyez qu'on a les fibres dites de haut seuil qui ont un taux spontané dans le silence qui est plutôt bas. Et en fait, on va pouvoir aussi histologiquement bien les caractériser du point de vue du diamètre, du point de vue de la position au niveau pilar ou modular. Voilà, tout est bien caractérisé, la nature fait très bien les choses. Comme vous l'a présenté Paul aussi tout à l'heure, en 2009, l'équipe de Boston a tout simplement déterminé en fait un petit modèle murin qui nous permettait en fait d'entraîner cette synaptopathie, cette surdité cachée. Et nous avons répliqué ces données. Donc là, on était assez fiers puisque à Clermont-Ferrand, on fait aussi bien qu'à Boston. Donc tout simplement, on a pris des souris, on les a exposées sur une bande de bruit de 8-16 kHz à 94-100 décibels. Ça, c'est ce qu'avaient fait nos collègues américains. Mais nous, on a rajouté aussi l'intermédiaire de 97 décibels. Donc en électrophysiologie ou en auto-émission, vous voyez que les 4 groupes contrôle et les 3 exposés par rapport à la bande de bruit, du point de vue de l'audiométrie ou des seuils en auto-émission, il n'y a pas de modification. Donc en fait, on va vraiment, au bout de 2 semaines, on va se retrouver, comme dans le cadre d'un TSA, d'un traumatisme sonore aigu, on va se retrouver avec une exposition acoustique traumatisante et une récupération totale audiométrique. Lorsqu'on regarde les poids synaptiques, c'est simplement la connexion entre la cellule ciliée interne et les fibres nerveuses. Vous voyez que là, on a représenté le noyau de la cellule et puis on a compté en fait les contacts synaptiques entre la cellule et le nerf. Vous voyez que chez les animaux contrôle,
on a cette densité qui est importante. Et vous voyez que les animaux qui ont été exposés, on a une chute drastique de leur nombre de fibres nerveuses alors qu'ils présentent un audiogramme normal. Pour mémoire, des travaux ont montré que 80% de perte de fibres nerveuses n'avaient pas d'implication, n'avaient pas de conséquences sur l'audiométrie tonale liminaire. Donc vous voyez qu'on va retrouver exactement les mêmes résultats que nos collègues de Boston, à la fois sur l'absence de neuropathie induite par l'exposition à 94 décibels, et nous, on a bien montré aussi cette petite perte avec 97 décibels. Alors, en électrophysiologie, en fait, souvent, on s'intéresse à la latence des ondes, donc par exemple de la latence de l'onde 1, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur les différents groupes, où on peut s'intéresser à l'amplitude de l'onde 1, qui est très rarement utilisée. Et vous voyez que du point de vue statistique, on va retrouver un effet de groupe, mais si je regarde cette souris contrôle et l'amplitude de cette souris qui a été traumatisée, je ne peux pas répondre est-ce que cette souris est du groupe traumatisé ou du groupe contrôle. Donc en fait, ce n'est pas assez puissant comme test. Donc en fait, on a inventé dernièrement un test électrophysiologique assez simple, c'est qu'on réalise un PEA à 60 décibels qui nous permet d'avoir des ondes d'électrophysiologie, et dans la même oreille, on va ajouter un bruit de masque qui va venir perturber l'activité de ces fibres basse seuil. Et tout simplement, vous voyez que si j'augmente mon niveau de bruit de masque, je vais arriver à masquer l'activité de mes fibres basse seuil. Et si maintenant j'augmente à nouveau ma présentation de ma stimulation qui provoque la réponse électrophysiologique, vous voyez tout simplement que je vais avoir une réactivité qui correspond à la réactivité des fibres dites de haut seuil. Donc ici, j'ai la réponse des fibres de bas seuil que je vais masquer et je vais avoir la réponse des fibres de haut seuil. Quid des petites souris qui ont eu le traumatisme sonore? On voit qu'elles ont une belle réponse sur les fibres de bas seuil qu'on vient masquer, et lorsque l'on présente l'augmentation de la stimulation acoustique qui est masquée en ipsilatéral, il n'y a pas de réponse. Donc tout simplement, vous allez me dire, c'est très bien, là encore, on voit que par rapport au test qu'on avait fait précédemment, qui n'était pas réellement significatif, là on se retrouve avec un outil beaucoup plus puissant et assez simple. Il suffit simplement de prendre notre masque et de le mettre dans la même oreille et de voir un petit peu ce qui se passe. Et donc là, on a vraiment une réponse très binaire. Quid de chez l'homme, c'est le travail doctoral de Ludivine Beau qui va soutenir le 10 décembre son travail de thèse. Donc en fait, on a réalisé cette électrophysiologie chez des sujets humains. On s'est intéressé, on s'est focalisé sur l'amplitude de cette onde 1. Donc globalement, je vous reprends le protocole clinique, c'est qu'on a 60 décibels de présentation. Je viens masquer en ipsilatéral, je n'ai plus de réponse. Mon sujet me dit je ne perçois plus le clic-clic-clic, puisqu'en fait le bruit de masque vient masquer mon clic. Je maintiens ce bruit de masque et je vais augmenter l'intensité de mon clic. Je vais à nouveau le percevoir, contrairement à une absence de présentation de masque. Et lorsque je fais 80 décibels, je vais avoir la même chose. Et si je superpose les deux courbes, vous voyez que j'ai bien une différence entre une stimulation à 80 décibels qui fait recruter à la fois les fibres de bas seuil et de haut seuil, et ma présentation uniquement à 80 décibels en ayant masqué les fibres de bas seuil. Donc globalement, pour résumer un petit peu, si je fais 60 décibels, j'ai bien une activité de mes fibres de bas seuil. Si je fais 80 décibels, j'ai mes deux contingents de fibres. Et lorsque je viens tout simplement masquer en ipsilatéral environ, masquer les fibres de 60 décibels, je vais avoir uniquement l'activité des fibres de haut seuil. Encore une fois, et pour conclure un petit peu cette présentation, vous allez me dire, quid du patient, du sourd? C'est assez compliqué de trouver des gens qui ont été exposés, qui ont une audiométrie normale, qui se plaignent dans le bruit. Enfin voilà, c'est encore un contexte un petit peu particulier. Donc nous, on s'est posé la question tout simplement, où pourrions-nous avoir plutôt des jeunes qui sont exposés plutôt volontairement et qui ont une audiométrie normale. Donc en fait, on a tout simplement été au conservatoire à rayonnement régional de Clermont-Ferrand. On a pris des jeunes qui sont dans un parcours à orientation professionnelle. Et globalement, ils travaillent la musique de 8h à 22h, avec ou sans protection auditive. Ils savent que c'est leur outil de travail, mais de temps en temps, vous savez que la qualité acoustique est quand même meilleure lorsqu'on n'a rien dans les oreilles. Donc en fait, on a fait une audiométrie classique jusqu'à 8 kg, on a fait une audiométrie haute fréquence jusqu'à 16 kg. Les deux groupes témoins et contrôle, pas de différence notable. On s'est un petit peu amusé aussi à faire un Framatrix. On a l'impression qu'ils sont quand même meilleurs dans la détection par rapport au groupe contrôle. Ça paraît évident. Leur métier, c'est, dans un environnement,
d'aller chercher de l'information. Donc, en Framatrix, par rapport à la norme, vous voyez que le groupe contrôle ou le groupe des animaux, vous voyez, le groupe des volontaires musiciens, pas de différence. Quand on regarde par rapport à nos contrôles, vous voyez que leurs réponses de courbe d'électrophysiologie sont beaucoup plus bas. Donc il y a quand même une moins bonne réactivité électrophysiologique. Et quand on fait notre épreuve de masquage, on a également cette diminution qui est très importante. Donc, je ne suis pas médecin, je ne peux pas leur dire « écoutez, vous avez un trouble neurologique », mais globalement, ce n'est pas si catastrophique que ça, puisqu'on a vu aussi des musiciens beaucoup plus âgés. Et honnêtement, en Framatrix, pour l'instant, on ne leur a pas fait les épreuves d'électrophysiologie, mais en Framatrix, ils ont encore des oreilles de 20 ans. Donc, quid de ces réponses électrophysiologiques, de ces pertes de synapses? C'est à réfléchir, c'est dans l'air du temps. Il nous faut inventer aussi des tests, mais je compte aussi sur vous pour les repérer et pourquoi pas partager vos expériences. Je remercie, comme vous voyez, nos différents sponsors qui nous ont permis de réaliser ces travaux. Et puis, je remercie toute l'équipe. Je vous remercie également pour votre attention. Merci beaucoup Fabrice pour cette excellente présentation. On n'a toujours pas accès aux questions sur l'écran, alors c'est parce que peut-être il n'y en a pas. Oui, mais ça va être la pause, le café oui, se sent. On est vraiment dans les temps, ça pour le coup c'est bien. Moi j'avais peut-être une petite question. Ce décalage des cours d'accords dont tu as parlé, quand vers les basses fréquences, ces cours d'accords du coup s'élargissent également aussi en basse fréquence? Alors, la sélectivité fréquentielle sur les basses fréquences chez la souris n'est pas très bonne, puisque une souris, son spectre auditif, c'est entre 5 et 50 kg par rapport à notre audiogramme classique. Mais en fait, ce qu'on a évalué sur le 10 kg, vraiment, c'est une courbe qui est élargie, mais elle n'est pas plus... Elle aurait tendance quand même à être un tout petit peu plus élargie que chez les contrôles, mais ça n'a pas été vraiment significatif. C'est vraiment le fait qu'on ait cette transposition sur ces basses fréquences. Par contre, il est à noter que lorsqu'on va faire plus fort, on va garder une notion de tonotopie, parce que les internes sont fonctionnels. Donc dès qu'on va taper à 80 décibels, on va avoir une stimulation tonotopique. Donc c'est un modèle très compliqué, je pense, puisque la souris va entendre à basse intensité des sons graves, des sons aigus, elle va les percevoir en grave. Et quand on va faire beaucoup plus fort, elle devrait entendre des sons aigus et récupérer sa tonotopie. Donc c'est quelque chose d'assez étrange. D'accord, merci. Et d'un point de vue solution prothétique chez des patients, la solution, c'est des réductions de bruit dans la mesure où on peut avoir accès à des performances de stratégie de réducteurs de bruit assez performants, et c'est une surmodulation de l'aspect syllabique pour la parole dans le bruit. C'est très compliqué. C'est un travail qu'on essaye d'initier un petit peu avec Arnaud Coez pour regarder. Je pense que quelque part, il faut peut-être éviter d'amplifier ou donner de l'information un petit peu sur cette... Enfin, c'est une hypothèse, hein, sur ces hautes fréquences pour éviter de stimuler cette région-là. Honnêtement, moi, je serais plutôt partisan pour... vous savez que les ORL, lorsqu'ils sont face à un vertige très invalidant, ils ont une proposition chirurgicale de destruction. Honnêtement, je serais, pour la souris, pour une destruction de ces cellules ciliées externes, parce que ces cellules ciliées externes l'embêtent. Et donc, si on n'a plus de cellules ciliées externes, globalement, il suffit simplement de faire un bon appareillage de la souris Mais il n'y aura pas... Le problème, c'est qu'entre 0 et 50 décibels, on va avoir cet ancrage stéréociliaire qui va entraîner cette migration de l'onde acoustique, sans doute dans la cochlée. Donc, je ne suis pas si sûr que le meilleur des appareils auditifs, avec le meilleur des traitements de réduction anti-bruit, puisque c'est vraiment le son qui, lui, crée... je pense qu'en fait, il ne faut pas venir stimuler, il ne faut pas activer cette région cochléaire, tout simplement. Je pense que c'est mais c'est à voir, c'est voilà, les études qui vont nous le montrer. Est-ce que vous avez des questions pour M. Giraudet? Oui, M. Coez.
Merci pour cette excellente présentation. On voit que les données sont de plus en plus nombreuses sur le plan scientifique, sur lesquelles il y a des applications en audioprothèse. Et l'audioprothèse, inversement, peut être un moyen d'explorer la fonction auditive, comme le soulignait Paul tout à l'heure. Et peut-être que la meilleure des solutions, c'est effectivement de faire l'essai. C'est pour ça que dans notre profession, il y a une période d'essai d'ailleurs, pour explorer l'audition avec les aides auditives, pour savoir ce qu'il faut amplifier, pas amplifier, ce qui est fonctionnel, pas fonctionnel. Et l'appareillage auditif est, au-delà de la réhabilitation de l'audition, probablement un moyen d'exploration. Quel moyen d'exploration, d'ailleurs, verrais-tu avec les appareils auditifs qui permettrait d'explorer cette fonction? Aucune idée. Je ne sais pas. Sans doute, tu attendais une réponse ou tu avais une idée. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai pas de. On en parle souvent, en fait. Je pense qu'il faut pas hésiter de poser la question à votre sujet. Qu'est-ce que vous entendez dans vos oreilles? Parce que si vous lui faites bip et qu'il entend bop ou autre, vous l'avez sans doute remarqué. De nombreux patients, lorsque vous faites l'audiométrie, vous arrivez sur le 6, le 8, et d'un seul coup, il vous fait « Ah, c'est fort !» Non, c'est pas qu'il a voulu dire c'est fort, c'est qu'il a voulu dire c'est grave. Vous lui présentez un 8 kg, il entend un grave, et en fait, il n'a pas le langage que l'on a, donc il va nous dire c'est fort. Non, c'est qu'il a voulu dire c'est grave. Honnêtement, je n'ai pas d'idée pour l'instant. C'est pas que c'est dans les cartons, c'est secret. Je n'ai pas d'idée par rapport avec la prothèse. Je pense que vous en avez sans doute, et c'est peut-être là nos échanges qui peuvent nourrir nos réflexions. Merci, je vous souhaite une bonne pause.